Mesdames, Messieurs, que signifie pour nous le mot « liberté » ? Une situation, tout d'abord. Des actes nous sont permis, ils ne nous vaudront pas d'autres risques que ceux que gardent cachés encore des forces incontrôlables. Mais la fourmi, elle aussi, peut faire ce qu'elle veut sur la pierre du seuil, ou la buse quand elle plane au-dessus de la garrigue, et on hésiterait pourtant à dire qu'en cela, la buse ou la fourmi ont été des êtres libres. C'est que dans l'idée que nous nous faisons de la liberté, il y a aussi la conscience que nous avons su en prendre, le sentiment de sa valeur créatrice. Il y a même parfois, sinon souvent, la conviction qu'elle est une part constitutive de notre humanité comme telle, un des quelques moyens dont nous disposons, outre le langage, pour nous distinguer de la fourmi précisément et de toutes ces autres vies animales qui ne sont, peut-on croire, que prédation, sexualité et sommeil. Cette façon d'entendre la liberté comme une part de notre définition et, par suite, comme un de nos droits absolus, est d'évidence la pensée de Georges Cottier et de Jean Starobinski dans la déclaration liminaire de nos rencontres présentes, puisqu'ils nous demandent de réfléchir à ce qui peut contribuer à la protéger dans notre société, qui est certes démocratique, plus ou moins, mais n'a pas pour autant la capacité de comprendre ou de maîtriser les conduites qui en assureraient le plein exercice. Et c'est là un a priori que d'aucuns diraient, ici ou là dans le monde, un peu métaphysique, si ce n'est même théologique, en un mot, un acte de foi, comme c'est le cas dans le christianisme. Mais je suis prêt, pour ma part, à prendre ce point de vue entièrement à mon compte, à cause d'une conception que je me suis faite du langage et de la parole. Conception certainement contestable et que d'ailleurs vous contesterez peut-être le moment venu, mais que je crois que je puis exposer quand même dans nos réflexions sur la liberté, car elle a au moins un mérite. C'est cette pensée, en effet, qui accompagne souvent, de façon plus ou moins consciente, la sorte d'activité qu'on appelle la poésie. Ce qui fait qu'elle pourra éclairer, si ce n'est même expliquer, le besoin que certains d'entre nous ont de la poésie, justement. Un besoin si mal expliqué par la recherche contemporaine qui, dans le poème, perçoit le texte et sait analyser nombre de fonctionnements et d'effets dans la structure des textes, mais ne se demande guère pourquoi Hölderlin ou Rimbaud ou Mallarmé ont tant sacrifié de l'existence ordinaire pour simplement l'aventure de quelques pages. Commençons donc par cette idée que je voudrais vous proposer du langage. Idée ou même tout simplement impression, quasi physique, de celle que l'on éprouve en des situations qui sont aux limites de nos activités habituelles. Par exemple, marcher parmi de belles montagnes, dans la brume, avec un peu de soleil et le bruit des sources. Vous connaissez tous l'impression qu'on éprouve alors d'une réalité en sa profondeur impénétrée par notre parole, et donc une, car la division cesse même d'être pensable avec cet effacement des mots qui disent
les choses. Une est donc tout entière présente à chacun des points où notre regard la rencontre. Vous savez que dans ces instants, on éprouve aussi que l'on est présent à cette présence d'une façon qu'on ne saurait non plus pénétrer, mais que l'on sent pourtant, elle aussi, d'autant plus réelle, comme si les mots ne nous avaient donné de nous-mêmes qu'une représentation en surface et illusoirement complexe et multiple, alors qu'il y avait par-dessous cette idée du moi dans notre être la même grande réalité indivisible et partout entière. Cette impression de participer à une réalité soudain plus immédiate et pourtant aussi plus profonde, c'est ce que j'ai coutume de désigner par les mots de présence, de sentiment de présence. Et le fait que cette participation à ce qui nous semble alors la réalité même, la seule réalité, nous soit refusée d'ordinaire, c'est ce que j'appellerais aujourd'hui l'aliénation linguistique. Le langage nous a privés d'un bien que nous pressentons encore, mais sans pouvoir désormais le faire nôtre. Parler, bâtir des phrases, de la pensée, de l'action, cela fragmente le tout du monde, institue en ce point ci ou cet autre de notre pratique de ce qui est une figure que l'on peut dire spectrale, et de l'une à l'autre de ces figures enchevêtre un réseau de relations qui nous obligent à vivre dans ce qui n'est plus désormais que l'irréalité d'une vaste image. Et celle-ci, cette image en place du monde, peut être bien belle et plus facilement habitable que les précaires abris de la condition animale, mais elle n'en est pas moins pernicieuse. Répond-elle en effet à nos besoins, ce ne sera pas sans effacer de notre conscience une expérience essentielle et qui, seule, satisferait ce qui est en nous, un besoin aussi, et peut-être le plus profond. Observons ce qui se laisse entrevoir en ces instants de quasi-silence. Le temps, par exemple, l'expérience que l'on peut faire de la durée apparaît là sous un angle qui en défait notre appréhension habituelle. Car, d'une part, il s'expose, le temps s'expose en sa pureté, en toute son évidence, comme jamais à aucun autre moment de notre existence. Cette feuille tombe de l'arbre avec tout le temps qu'il lui faut. C'est comme si elle déployait sous nos yeux toute une durée quasi infinie entre le commencement et la fin de sa brève chute. Et pourtant, en cet instant même, on ne sait plus que c'est là du temps, car dans le tout, dans l'unité qui affleure, commencement et fin, qu'il soit de la feuille qui tombe ou de la galaxie qui brille pour rien dans l'espace, ne sont que la même écume qui bouge, les mêmes tracés en surface, la même absence éternelle de commencement et de fin. La forme du temps s'est déployée, mais sa notion se dissipe. Et un changement de même nature semble pouvoir se produire dans notre rapport à ce que nous sommes. Nous nous percevons mortels, c'est vrai, d'une façon qui auparavant n'avait jamais été aussi
immédiate, mais c'est aussi comme s'il n'y avait plus de mort, car nous n'existons plus comme réalité séparée dans cette unité où notre durée même de feuilles qui tombent nous réinscrit. D'où un allègement de tout l'être. On pressent ce que pourrait être une divine gaieté. Mais qu'on revienne parmi les mots, dans les situations de parole, et ce bien se perd immanquablement, car notre discours sait que le temps existe, c'est sûr, il sait même comment le dire dans ses aspects et ses conséquences, mais c'est avec des notions et par des figures qui, elles, sont de l'intemporel, comme tout ce qui participe de la nature du signe. Et du coup, si nous nous savons mortels, si nous pouvons mesurer notre finitude, c'est tout de même en imaginant à l'arrière-plan de cette pensée un autre mode de l'être, l'intemporel, qui fait d'une autre une énigme, un manque, et nous incite à rêver qu'on pourra échapper, ne serait-ce que par l'esprit, à la condition naturelle. Le langage a introduit la mort dans le monde, et aussi le rêve, après quoi on va faire effort pour protéger ce rêve d'éternité, idéologie ou croyance, du démenti que d'autres rêves lui portent, d'où des rivalités, des combats, des guerres, avec ce quelque chose d'aveugle et de meurtrier qui caractérise entre toutes l'espèce humaine, et de plus en plus sauvagement, à mesure que s'accentue à travers les siècles l'écart entre notre origine dans la nature et notre appartenance à l'histoire. Le langage rend fou les mondes qu'il engendre, ayant tous en eux le manque qui voue à la démesure et à chercher cette mort que précisément on veut dénier. Et voilà ce qui fait qu'on peut dire que le langage a été la chute du sein du réel, tout en se gardant d'attacher à cette notion de chute une dimension temporelle qui ne serait déjà qu'une façon de rêver. Dire que le langage fragmente l'un, dire qu'il nous prive de l'immédiateté qui pourtant respire dans notre souffle, qui pourtant bat dans nos veines, qui nous fait avoir faim et désirer, ce n'est pas vouloir indiquer qu'il y aurait eu un avant, à l'époque duquel quelques consciences humaines ou préhumaines auraient bénéficié de ce qui aujourd'hui nous manque, car il n'est pas de conscience sans un système de signes. Et avant le langage, il n'y a de rapport des parties au tout qu'aveugle comme la pierre. En fait, c'est l'être parlant qui crée cet univers même dont sa parole l'exclut. Et nous connaissons si bien cette dialectique que toute pensée de l'un dans l'histoire de la culture soit a conduit d'emblée à l'expérience mystique qui tend à se délivrer des notions chronologiques d'avant ou d'après, tout autant que des autres catégories du langage. Soit n'a imaginé la conscience d'avant la chute qu'au sein du langage encore, simplement vécu autrement, ce qui fait de cet autre usage une possibilité à retrouver, à revivre, à redécouvrir dans l'avenir autant que la mémoire d'une origine. C'est le cas dans la Genèse, par exemple. Il y est dit que la connaissance du bien et du mal a fait perdre à l'humanité le jardin d'Éden, et cela pourrait sembler devoir compromettre tout le langage, mais non.
Le texte biblique dit aussi que les mots ont été décidés par Adam en accord avec Dieu, et voici préservée la possibilité d'un dialogue entre paroles humaines à venir et verbes divins. Ou bien ce sont ces rêveries d'âge d'or, de temps saturniens, mais qu'on ne forme qu'aux époques de changements profonds de la société, lorsque reprend un espoir qui transcende les tâches et les intentions ordinaires. Tout se passe comme si le sentiment de l'aliénation linguistique n'était pour beaucoup d'entre nous que l'occasion de dénoncer un mauvais emploi, un emploi insuffisant du langage, d'où suivrait qu'on pourrait opposer à l'angoisse devant la mort et à ces rêves d'éternité un projet nouveau de recherche parmi les pouvoirs encore inconnus de la parole. Et de fait, cette recherche a bien eu lieu, c'est la pensée religieuse, celle qui, une étymologie du mot religion le suggère, celle qui entend relier ce qui est épars, en montrant que ces réalités que notre langage fragmente dans son miroir à facettes ont été pensées de façon plus une par un Dieu d'au-delà le monde, à redoubler ainsi d'une transcendance inconnue la figure de chaque chose. On lui rend, certes, cette intensité que les relations de mot à mot dans la langue nous enseignent à ne plus voir. C'est là la fonction du mythe. Mais pour ce faire, il faut donc un récit de ce rapport du visible à de l'invisible. Un récit dans les signifiants duquel il est facile aujourd'hui d'opérer les vœux inconscients d'une société, ce qui le rend, ce récit, moins crédible que jadis ou naguère encore. Et cette voie se referme. En bref, la relation de l'être parlant et de l'un reste là, devant nous, en nous, comme un manque, toujours, et comme une question ouverte, un problème. Mais au moins me permettra-t-elle de revenir à présent à cette idée de la liberté et de ses usages, qui est le thème de nos rencontres. Qu'est-ce que la liberté ? On ne s'entend guère plus sur cette question que sur tant d'autres. Toutefois, les thèses qui s'opposent en l'occurrence ne sont pas tellement nombreuses. Peut-être n'y en a-t-il que 3 grandes. Le sens commun estime qu'être libre, c'est être capable d'obtenir ce que l'on veut, et il pense par conséquent en termes de possession, dans la catégorie de l'avoir. Et à cette intuition simple répond la pensée philosophique qui, intériorisant le problème, estime qu'être libre, c'est être en mesure de se choisir, de se faire celui que l'on veut être, en dépit des contraintes sociales ou naturelles. Cette seconde interprétation est une pensée de l'être, cette fois, si même elle demeure une réclamation, ce qui crée un risque de piège, car le mode d'être auquel on accède peut être vécu et géré comme un avoir, lui aussi. Mais reste encore le point de vue des stoïciens, lesquels définissent l'être libre comme celui qui sait accepter pleinement ce qui est, ce qui advient, même si ce doit être aux dépens de ce qu'il a désiré pour soi. Un état de déconditionnement absolu où toute velléité d'avoir ou même de maîtriser s'efface. Et voilà donc un état du problème qui peut nous paraître aussi contradictoire qu'il est possible, puisqu'il y est question soit d'avoir, soit d'être, et tantôt d'une altération de la situation présente pour atteindre à ce qu'on désire, tantôt
de l'acceptation sans réserve de se donner. Mais il est un plan, me semble-t-il, où ces thèses antagonistes se concilient. Obtenir ce qu'on a voulu étant alors aussi bien être qui l'on veut. Et cela grâce à ce qui est certainement une action, une révolte contre beaucoup de contraintes, mais n'en reste pas moins une acceptation profonde de ce qu'on a déjà et de qui l'on est. Ce plan, c'est évidemment celui de notre relation la plus originelle au langage. Revenons en effet à cette idée de la privation de réalité que le langage provoque, à cette expérience que l'être parlant doit faire, d'être en exil par rapport à sa vie possible au sein de l'un, d'être littéralement emprisonné au dehors. N'est-ce pas devoir rencontrer en ce même point, qui est au cœur de ce que la condition humaine a de spécifique, un désir d'en finir avec cet exil, d'échapper à cette prison, un désir de libération et donc le besoin de la liberté. Or, celle-ci peut donc apparaître à ce niveau comme la recherche d'un bien, cette réalité même, cet un qui font défaut dans le lieu des signes, mais elle est tout autant le désir d'une façon d'être, puisqu'elle signifie la condamnation de l'existence selon les mots, autrement dit le refus des 1000 modèles que ces derniers nous proposent. Et c'est là, bien entendu, la nécessité d'un acte, et même des plus difficiles, rompre nos habitudes d'être parlant, mais c'est aussi, et ce doit être surtout, l'acceptation, en somme, passive de ce qui est. Ce qui est, cette réalité d'au-delà les mots, cette masse de l'un qui, en toute chose, en tout événement, est là, tout entière, identique à soi-même, sous l'écume de la surface. Être libre pour qui perçoit et refuse l'aliénation linguistique, c'est être capable de désirer vraiment un état qui est en fait le pur acte d'être. Cette coïncidence avec soi qui caractérise, bien qu'inconsciente, la feuille qui tombe de l'arbre entre son commencement et sa fin. Et c'est faire l'effort dans les courants du langage pour leur échapper, pour ne plus faire d'efforts. En somme, toutes les interprétations possibles de ce que la liberté peut être sont bien à ce niveau confondues. Et maintenant, je veux faire l'hypothèse qu'il me paraît légitime de retracer toute idée de la liberté humaine jusqu'en ce point d'origine où ces différents aspects se confondent sous le signe d'un désir d'unité qui me semble fondamental dans l'espèce humaine et omniprésent dans nos représentations et nos entreprises, bien que le plus souvent refoulé ou disons plutôt négligé. Ce désir, je le nommerai le haut désir, pour le distinguer de l'autre, celui qui prend appui sur l'instinct, sur un besoin propre au corps, et ne réclame donc pas de se délivrer du langage. Et je remarquerai maintenant que faire l'hypothèse du haut désir recoupe et même confirme et éclaire l'idée que nous nous faisons intuitivement de ce qu'est la vraie liberté, celle dont le fait se dissipe là où la vie est simplement animale. D'abord, le haut désir a pour objet une transcendance. Ce qu'il veut, c'est être capable de percevoir comme un tout, soudain un et indivisible, ce qui n'est vécu pour l'instant que comme fragmentation et par le dehors. Et c'est bien là, non pas se déplacer horizontalement d'une représentation à une autre, comme on tourne les pages d'un album, mais passer d'un état de conscience à un plus haut, dans l'esprit par le bond de Saltus, que permet une illumination en forme d'éclair. Or,
qu'il y ait de la transcendance dans la visée de l'acte que l'on veut libre, c'est bien ce que suggère, me semble-t-il, toute philosophie de la liberté. On sent que la condition humaine a pour essence de tendre à plus qu'elle-même. D'autre part, voici confirmé que le droit à la liberté est bien un des aspects en somme constitutifs du rapport à soi de l'être parlant, et que c'est même, oxymoron toujours affleurant chez les philosophes, autant un devoir qu'un simple droit. Qui a droit d'être libre, qui a droit de réclamer à la société les conditions d'existence qui lui permettront de se vouer, s'il le veut, au travail d'une libération intérieure, celui-ci a également le devoir d'exercer cette liberté, car si l'esprit ne se mobilise pas contre l'inertie du langage au sein de sa propre parole, il est un risque, j'y reviendrai, de voir les stéréotypes verbaux pénétrer ses démarches les plus intimes, usurper ses motivations, décider pour lui, en bref, faire de lui une chose, ce qui mettrait fin à notre aventure sur cette terre. Et enfin, me semble-t-il, on pourrait montrer que les libertés diverses que la réflexion morale a considérées dans son histoire supposent toutes qu'on veut d'abord être libre face au langage, car elles sont le moyen ou la métaphore de ce droit et de ce devoir qui sont, tout compte fait, la condition de notre existence. Que disent ces commandements chez divers peuples, qui sont les lois de la liberté, en somme? Tu ne tueras pas ton prochain, première ou presque première prescription. Or, qu'est-ce qui aide le mieux à percevoir le fait de l'un à travers les signes, sinon de consentir quelque chose de transcendant, d'absolu, à cet autrui près de nous, que le discours ordinaire est si prêt à nous aider à réduire à simplement l'idée que l'on peut s'en faire, c'est-à-dire à une abstraction dont on pourra disposer. Le sens de l'un, en nous, ne peut qu'être la reconnaissance de l'autre, lequel n'est autre, en fait, que dans le réseau de dissociation qu'a constitué le langage. La liberté est définissable, dirais-je donc, pour conclure, définissable dès que l'on fait assez de silence en soi pour regarder, vraiment regarder, voir du commencement à la fin de son mouvement, sans raison ni sens, la feuille qui tombe, lentement, mais que signifie lentement, de la branche. Et nous savons même maintenant quelle est la source de l'énergie qui en a soutenu la réclamation à travers l'histoire. Mais ce que nous pouvons en ce point commencer aussi à comprendre, c'est la foncière précarité de ce besoin de liberté, de cette réclamation, puisqu'ils dépendent de cette appréhension de ce qu'a d'absolu en sa fugacité même la feuille qui tombe de l'arbre. Autrement dit, puisqu'ils dépendent d'un objet de pensée que les mots mêmes que l'on emploie pour essayer de le dire tendent, par nature, à abolir. Notre besoin le plus fondamental, ou si vous préférez, notre possibilité la plus haute, peuvent à chaque instant, non se renoncer simplement, mais se dissiper, ne plus se savoir, ne plus même se souvenir de leur existence antérieure, du fait de l'interruption de ce contact fugitif avec l'absolu du monde. Notre possible se fonde sur l'impossible. Et se rendre compte de cela, c'est évidemment se dire aussi que ce qui était hier de l'intermittent pourrait bien aujourd'hui tout à fait cesser, étant donné quelques caractères de notre époque. Mais c'est aussi l'occasion pour moi
de la réflexion qui me fait m'adresser à vous avec tout de même quelque espérance. L'époque, notre modernité, eh bien, c'est ce qui a vu se transformer, et avec quelle ampleur, quelle profondeur, le vaste réseau des relations conceptuelles. Depuis Descartes, disons, celle-ci ne s'attache plus à la qualité sensible. Elle cherche, sous l'apparence, leurs principes explicatifs. Et là n'est pas le péril, car à ruser ainsi avec la surface des phénomènes, l'esprit vient au contact d'autres parmi eux qui n'étaient pas apparents encore, que ce soit dans l'immense ou dans l'infime, dans la vie ou dans la matière, et il y a là de quoi garder vif, sinon même d'accroître le sentiment de la transcendance de ce qui est sur ce qui en passe dans les figures, le sentiment du mystère. Mais l'investigation scientifique a des effets secondaires qui peuvent être catastrophiques. Par exemple, le savoir qu'elle atteint n'est plus susceptible de preuves immédiatement perceptibles. Sa vérité ne se livre que peu à peu, difficilement, même à l'intellect le plus averti. Et ce fait favorise un nouveau type de rêverie, celle du lecteur de théorie qui n'essaie plus de penser vraiment jusqu'au bout, ni surtout de vérifier, car il préfère estimer qu'il bénéficie d'un enseignement absolu, définitif, qui lui donnera demain, quand il se mettra vraiment à l'étude, la clé de la connaissance. Pour de tels rêves, un discours obscur, bien qu'autoritaire, n'est pas un inconvénient, n'éveille pas la méfiance, bien au contraire. Mais quelle victoire, dans chacun de ces cas, de ce que le mot a d'abstrait, d'irréel, sur ces dimensions référentielles. Ce n'est pas par le travail de la vérité, ce n'est pas par le travail de la science que s'épaissit le fait du langage, mais par les à peu près et les faux semblants. Et il arrive aussi que ce soit la formulation exacte, la loi trouvée, qui favorise l'autonomie du langage au cœur même de notre vie. Pour ne donner qu'un exemple encore, parmi nombre d'autres possibles. Le psychologue détecte quelques réflexes conditionnés, quelque effet prévisible d'une métonymie, d'une métaphore sur telle ou telle forme de la structure édipienne. Il juge que ces réactions peuvent se produire chez un grand nombre d'individus et le commerce, du coup, va se servir de ces causes en les articulant d'une façon ou d'une autre au produit qu'il s'agit pour lui de faire acheter davantage. Mais alors, il va lui falloir aussi désamorcer, désactualiser les autres emplois possibles de ces enchaînements dans l'esprit. Pour cela, il répétera sans fin des slogans aussi frappants que possible. Et de ce fait, c'est à l'intérieur de soi-même que la personne sera réduite à des phrases dont le contenu n'est qu'une ombre. On entrevoit aujourd'hui que l'être humain pourrait n'être un jour que l'espace sans limitation définie, où des objets fabriqués apparaissent et disparaissent, mais où leurs images demeurent archétypes d'un univers d'entrepôts, d'usines, de points de vente. Même la forêt, les océans, la montagne ne serait plus qu'un produit de consommation, ici ou là, dans la rue marchande, et où ne serait qu'un signe publicitaire de plus, la feuille qui tombe de branche en branche. En bref, le risque est grand que l'un se retire de la conscience, et donc que l'esprit de la liberté se tarisse à la source même, ce que n'est pas sans confirmer malheureusement certains comportements collectifs des sociétés riches et, comme l'on dit, technologiquement avancées. L'histoire de la liberté est tributaire des événements du langage. On l'a bien vu au moment de la Constitution américaine ou de la Déclaration des droits de l'homme,
qui coïncida avec le déclin de l'autorité des Églises, lesquelles retenaient le désir de libération dans l'espace d'une liberté intérieure. Et on peut concevoir que, dans la concurrence entre l'un et sa représentation, ce soit celle-ci qui triomphe. Mais il y a tout de même une pratique, aujourd'hui, où quelques mémoires subsistent, dans un emploi du langage, de la réalité même qu'il forclôt. Écoutons un poème, en effet, ne serait-ce qu'un de ses vers, laissons retentir en nous les vibrations de quelques images, à la fois surprenantes et évidentes, on dirait oraculaires, dans leur simplicité d'eau dormante, mais comme traversée de rayons. Qu'est-ce que cela? Des mots, certes, mais actifs dans la phrase, d'une façon dont je n'ai rien dit encore, n'ayant considéré jusqu'à maintenant que les liens qui se créent de notion à notion dans l'espace des signifiés. Des mots, oui, et avec eux de la signification, mais cette fois des sons aussi, et des rythmes qui forment d'un vocable à d'autres dans le poème un plan nouveau d'association, de recherche, on croirait même d'attente, en avant de toute pensée. Et du coup, l'économie conceptuelle, si elle n'est pas tout à fait détruite, si même elle en est parfois, pressentons, intensifiée, portée au-delà de sa logique ordinaire, n'en est pas moins troublée, très en profondeur, déjointée, une lecture du monde coopérée en paix, le langage, une construction qu'il poursuivait autour de nous et en nous, en sont pour un instant comme suspendus. Et dans cette désagrégation de l'image du monde que le langage avait mise en place, apparaît une forme nouvelle de conscience. Mais voici qui est remarquable. On peut comprendre cette expérience nouvelle de deux façons, l'une d'elles étant d'ailleurs beaucoup plus répandue aujourd'hui que l'autre. Nombreux, vous le savez, sont en effet ceux qui pensent que dans cette désarticulation du code qui réglait l'emploi des mots, ce qui apparaît, c'est simplement du langage encore, c'est-à-dire une activité des notions allégée de quelques contraintes, mais d'autant plus libre de se prêter à des constructions nouvelles et ébauchant celles-ci, quitte à les abandonner, à passer à d'autres, à additionner des rêves, à se contredire sans honte dans ce champ dégagé comme a priori de toute responsabilité morale et sociale. L'inconscient n'est-il pas, selon la psychanalyse, une relation entre mots qui s'établit aussi bien par le son dans le signifiant que par la virtualité des métonymies et des métaphores? Et cette vie des mots dans la profondeur du poème n'est-ce donc pas simplement l'émergence des opérations du désir, se dotant de scènes pour y rêver son plaisir et ruinant de ce fait la crédibilité du discours, mais multipliant par contre les capacités d'observation, de mise en rapport, d'invention qui végètent dans la parole ordinaire. Le poème ne casserait le sens par le son que pour libérer la puissance encore enchaînée du langage. Il ne serait ce déni apparent de l'autorité du concept que par reconnaissance du fait que c'est le désir inconscient qui peut le mieux assumer dans une société en mouvement cette fonction d'invention que l'ancienne rhétorique gardait sous la coupe de l'intellect. Et s'il y a invention de cette sorte nouvelle, et par conséquent, s'il y a poème, ce serait parce que l'image du monde que notre société s'est donnée, avec ses objets mais aussi bien ses valeurs, n'est pas encore en accord avec les besoins légitimes de l'être naturel que nous sommes, de l'être désirant, cet être naturel que le désir, donc, connaît bien, lui, et revendique et annonce. D'où suit que la poésie serait un acte
acte d'ajustement réciproque de la culture et du corps qui pourrait bien s'interrompre un jour, sa mission dûment accomplie. Je ne suis pas, pour ma part, de ceux qui voudraient minimiser dans le texte poétique l'importance de ces agrégats verbaux que le désir enchevêtre, laisse s'écrouler, recommence, pour le plus grand bien de cette plasticité dont la parole a certes besoin. Il n'est pas douteux que les principes et les valeurs sur quoi se fonde une société ne sont qu'une représentation de notre être pour une part arbitraire, qu'il faut ouvrir aux critiques que peut leur faire le corps et ses grands besoins par la voie de l'imaginaire. Et les poètes les plus portés à défendre la spécificité de la poésie ont aussi été les premiers, bien avant, autrement dit, les analystes de la matière textuelle, à percevoir dans leur écriture ce travail qui se fait au plan du langage. Mais je dois également souligner que le poème n'est pas que cette transgression des structures d'une idéalité répressive. Mais je dois également souligner que le poème n'est pas que cette transgression des structures d'une idéalité répressive. Quiconque écrit de façon sérieuse prête attention aux données de son être au monde, en effet. Il sait les affections qui le guident. Il cherche un sens à sa vie. Il ne peut se prêter aux suggestions du désir sans se souvenir de ses responsabilités dans la société ou envers ses proches. Et de tout cela résulte une figure du monde qui vaut sans doute d'être plus exigeante, moins conformiste, plus vraie que la proposition collective, mais n'en est pas moins, tout autant, un monde d'image, c'est-à-dire une structure qui va prédominer tout de même sur le flux de l'imaginaire. Le désir a été retrouvé plus près de sa source, sans doute. Il a sans doute aussi été assez librement autorisé à s'investir dans des situations irréelles et symboliques qui tournent les interdits moraux et la nécessité ordinaire, ce que le vécu ne peut se permettre. Il n'en a pas moins été retenu au seuil de la dispersion par toutes sortes de considérations naturelles et culturelles, et l'œuvre qu'il exprime est donc de ce fait une scène stable, un décor foisonnant mais relativement ordonné, un ensemble de valeurs et de perceptions cohérents, en bref, l'équivalent pour l'existence privée de ce qu'est une langue pour tout un groupe. À moins de n'être que le divertissement qui ne retiendra pas le lecteur, lequel s'intéresse surtout à des modèles de vie, enseignement pour la sienne, un poème a les caractères d'une langue, créant et disant un monde. Et au premier rang de ces caractères, il y a certes la cohérence, la primauté de formes durables, sinon constantes, sur le flux d'imagination plus marginale ou fugitive. Or, ce caractère de cohérence dans le poème se fait d'un monde d'image sous sa parole apparemment libre. C'est là ce qu'il ne faut pas méconnaître, car toute compréhension plus poussée de la poésie en découle. Une de ses conséquences, d'abord, c'est le charme qu'exercent certains poèmes, et souvent de cette façon, on dirait magique, que dit le titre fameux de Paul Valéry. Les poèmes plaisent, et non pas parce qu'ils bousculent des codes, mais parce qu'ils proposent des univers de rechange, beaux d'être dégagés de la nécessité par le rêve. Vaste portique, dit Baudelaire, que les soleils marins teintent de mille feux. C'est dans tel ou tel de ces mondes, selon tel ou tel de nos vœux, que se calme notre désir, que se désamorce notre impatience. Nous touchons ici à la catharsis, comme dit cette fois Aristote.
Mais remarquons aussi que ce charme ne va pas sans quelque réserve chez ceux mêmes qui le subissent. Si Aristote apprécie la création du poète, Platon n'y voit que mensonge, bien qu'il l'aime, et il veut écarter le poète des décisions de la société. Et dans ce même poème, La vie antérieure, où Baudelaire évoque directement le monde image qu'est l'œuvre, il dit que celui qui y a élu existence ne fait qu'y languir, c'est son mot, pour une raison inconnue ou inavouée, mais qu'il ressent douloureuse. Pourquoi cette ambivalence? Eh bien, la raison en est simple. C'est qu'un monde d'image, un texte qui se structure selon la loi d'une langue qui est un monde, c'est donc, encore une fois, le langage en son acte et à son plan spécifique. Et c'est donc à nouveau cet enfermement dans les mots, cette privation de réalité que j'ai définie tout à l'heure. Les mondes de la poésie sont-ils plus beaux que les autres? N'ont-ils plus ces aspects ingrats ou cruels auxquels, dans la vie, on se heurte? La prison est-elle plus spacieuse? C'est une prison, tout de même, et d'être ainsi toujours là, elle n'est qu'encore plus un mystère. D'où la douleur qu'avoue Baudelaire et cette mélancolie qu'on voit si souvent associée à la création poétique. Le bien du poème est vicié, lui aussi, par l'aliénation linguistique que l'on y retrouve entière, et c'est cette découverte qui cause, on le comprendra maintenant, ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes, parfois même ces cris d'horreur et ces hantises tragiques qui sont aussi nombreux et violents dans la poésie que chez les Rembrandt, Puget ou Goya que l'on aperçoit dans Les Fleurs du Mal au miroir de ce grand poème Les Phares. En repérant dans le poème le monde image comme lieu de la satisfaction du désir, je n'oublie pas, autrement dit, qu'il peut susciter la colère et l'angoisse devant les limitations et les contradictions du langage, autant que les joies du rêve. Je n'oublie pas que la poésie, c'est autant Antonin Artaud ou chez Baudelaire, une charogne, que les plaisirs et les jeux de l'après-midi d'un faune. Mais là n'est pas encore le vrai problème du poétique. Car constater le poème n'est pas nécessairement tout comprendre de l'expérience qui l'a produit. Et pour ma part, en tout cas, je crois qu'il y a sous le monde image du poème, sous ce rêve ou cette colère, tout un soubassement que je n'ai pas défini encore, bien qu'il soit le plus important. Et voici de quoi il s'agit. Le poème en tant que texte qui a pris forme, qui a ses phrases, ses figures, ses imaginations, ses valeurs. C'est donc, nous venons de le voir, les mots dégagés de l'économie conceptuelle simple, mais recapturés par le désir et gardés ainsi dans les raies de l'activité d'un langage. C'est cette recaptation qui permet à certains critiques, je l'ai signalé au passage, de ne voir dans la poésie qu'une intensification, une multiplication des possibilités de la langue. Et c'est elle aussi, mais vécue autrement, vécue comme preuve que le monde rêvé n'est encore qu'une prison, qui fait de la poésie le théâtre de la douleur autant que celui de l'espérance. Mais pourquoi y a-t-il justement ce sentiment d'emprisonnement, de perte de la réalité au moment même où le monde imaginaire se déploie? N'est-ce pas parce que la mémoire de la réalité hors langage, la mémoire de l'un, a réussi à se maintenir dans l'activité poétique en dépit du charme des univers que celle-ci crée? Et ne faut-il pas dès lors inférer qu'il y a quelque part dans la poésie un point où cette mémoire se marque?
Or, oui, ce point existe, et c'est tout simplement, c'est cette fois encore le mot que sa virtualité sonore n'a pas exempté, je le sais, du discours du texte, mais quand il est écouté maintenant à un moment de sa manifestation, qu'on peut, certes, ne pas déceler, c'est vrai, quand on n'est pas habité, comme certains êtres le sont, par le besoin de l'un dans les situations du multiple. Le concept est neutralisé dans le poème, ai-je dit. Savoir et loi s'y effacent, mais à leur place, le rêve se ramifie, réaffirmant le langage. Oui, mais en une première seconde, quand aucune pensée encore ne l'articule à quoi que ce soit dans cet espace vacant entre le savoir défait et le rêve encore en puissance, quand il est ainsi comme vierge, originel sur la blancheur de la page, le mot est là, tout de même. Et qu'évoque-t-il alors, sinon une chose, elle aussi dégagée de la notion qui d'ordinaire la voile, et qui est donc solidaire encore de ce fond de réalité, d'unité, qui s'efface si vite dans les discours. C'est l'absente de tout bouquet qui apparaît ainsi, fugitivement, la face une, indécomposée, là où l'on ne voyait plus un à un que les multiples traits du visage. Que j'ébauche un vers, par un rythme en moi, par un accord de couleurs que je pressens à travers des mots. Et, tant que la phrase n'a pas pris forme, le mot fleur, le mot arbre, les mots soleil et mer, ou même le mot portique, ne vont pas se refermer sur une image du monde, non, ils vont me permettre d'apercevoir dans le lieu ordinaire de ma vie, l'arbre, un rivage, la lumière du ciel et de la terre, comme parfois ils nous sont donnés dans des instants de silence, ceux où se taisent en nous les propositions du langage. Le mot poétique, en somme, en son moment d'origine, est la trace de ce silence d'avant lui. Dire une fleur, rien de plus, et c'est bien cela du langage encore, puisqu'une fleur, cela existe, cela n'existe que pour autant que la langue l'a décidé, mais dire une fleur, ainsi, dans cet instant où le mot est vacant, en somme, où il va à son référent sans souci d'aucun signifié, c'est faire aussi que la fleur va à peine émerger de l'un, va être encore tournée vers lui et va retenir un instant à l'expérience de l'un la parole qui voudrait, et ce n'est que trop vrai, se faire à nouveau langage. Une trace de l'un est restée, buée d'un instant sur la vitre de ce côté-ci de notre parole. Le mot qui n'est encore que vacuité peut déplacer du silence vers la parole notre expérience de ce rien qui est le tout, de cet au-delà de nos projets, de nos rêves, de nos angoisses, de nos passions, mais qui est la cause aussi bien de toute joie véritable. N'est-ce pas là un événement qui doit compter dans l'intellection de la poésie, au moins autant que son aptitude à briser les codes, à subvertir les idéalismes, au risque d'ailleurs d'en susciter de nouveaux? D'autant que dès qu'on perçoit ce premier moment de la vocation poétique, on peut reconnaître au-delà, dans la recherche d'au moins les plus grands poètes, tout un travail qui ne se confond nullement avec leur création de mondes images, car en fait même, ce travail-là les critique. Il combat ses rêves, et perdant le contact dans les poèmes, perdant le combat dans les poèmes, le reprend après chacun d'eux, et pour finir, le gagne parfois dans ce mouvement qui, de l'un à l'autre, se fait une vie, un destin. Comment se fait ce travail? Comment peut-on fissurer dans le poème même le monde image qu'il constitue?
par les images, au sens où l'on prend ce mot cette fois quand on parle des textes surréalistes. Quand on considère Le soleil cette nuit d'André Breton, ou les lions en barre et les aigles d'eau pure de Paul Éluard, c'est-à-dire non des figures, métaphores, métonymies, etc., qui, elles, ne savent que mettre des signifiés en relation avec d'autres, pour le plus grand profit de la langue, mais des associations de mots qui transcendent toute figure, qui découragent l'explication et gênent donc et retardent la mise en place de la structure verbale. Par les images de cette sorte, le langage est court-circuité, son courant ne passe plus, cet éclairage s'éteint qui balise nos quelques routes. Ou si l'on veut, c'est comme un nœud dans le verre des vieilles vitres. Et les choses qu'on aperçoit au-delà en sont bosselées, fragmentées, cependant qu'à leur bord, une lumière s'irise. Et une autre façon de se porter dans les mots vers l'un, une autre voie négative, mais qui tend à la positivité, c'est dans la matière sonore la naissance d'une musique. Mais l'heure passe, je n'ai pas le temps de considérer ce problème. L'heure passe, mais j'ai atteint le point que je désirais rejoindre. Qu'est-ce que la poésie? Non la subversion du discours de la loi par celui du désir, non l'invention de mondes imaginaires, mais la destruction de ceux-ci, leur recommencement, bien sûr, mais leur effacement encore, et cela parce que se maintient en eux, comme un ferment d'impatience, la pensée de l'un grâce à la trace qu'il laisse dans le mot qui se retire des phrases. Et c'est donc un témoignage, un rappel. Même si rien du réel n'est vraiment retenu au terme de ce travail dans quelque expérience du monde qu'on pourrait offrir en partage, du moins le lecteur peut-il percevoir qu'un regard s'est porté au-delà des dissociations, des exils, vers un grand objet extérieur dont ainsi lui est rendue la mémoire. La poésie est la mémoire de l'unité. Et cette définition me permet de répondre maintenant à la question que je me posais tout à l'heure, à propos du risque où nous sommes, en cette fin du XXe siècle, de perdre le souvenir de cette unité, justement, et donc de ne plus éprouver ce grand désir d'être qui fonde à tous les niveaux de l'existence sociale le besoin de la liberté et la perception de ses droits et de ses devoirs éventuels. C'est vrai, les discours du savoir se font toujours plus serrés. Le besoin de comprendre les phénomènes, ou de rêver qu'on va les comprendre, ou de croire qu'on a compris, obnubile de plus en plus les esprits. C'est vrai aussi que le commerce nous assaille de ces slogans qui ne réfèrent qu'à des choses fictives, pétries d'abstraction et de mort. Mais pour préserver la grande intuition salvatrice, il y a encore la poésie. La poésie et, bien sûr, je l'ajoute au passage, quelques œuvres, des arts, du cinéma ou de la peinture, car les arts sont aussi de ces systèmes de signes que peuvent court-circuiter, foudroyer la perception dans un tableau, par exemple, d'un peu de couleur pure, non médiatisée, absolue. En fait, c'est même de ce point de vue seulement que l'on peut parler de la relation de la poésie et de la peinture de façon suffisamment avertie. Car voici maintenant que l'on peut comprendre que les peintres et les poètes ont la réclamation de présence comme un possible commun, et de ce fait on voit mieux que les théories de l'ut pictura poesis ne leur proposent de tenir le même discours que pour mieux les garder au sein du langage. Il y a encore la poésie. Et quand on a constaté ce fait, deux questions se posent, deux questions que je ne puis qu'indiquer, faute de temps, mais que nous retrouverons peut-être dans la discussion qui doit suivre.
D'abord, peut-on espérer davantage de l'activité des poètes que ce travail en somme essentiellement négatif que je viens de dire? Peut-on penser par exemple que l'attention à de grands symboles lisibles dans l'épaisseur même des choses permettrait au poème d'aménager le lieu où l'homme et la femme pourraient agir, pourraient parler, pourraient se parler, sans cesser pour autant d'être en présence? Ce qui justifierait ce rêve du bon emploi des mots que nous avons aperçus il y a tout un moment déjà dans les traditions religieuses. Et ensuite, ne faut-il pas s'inquiéter, la poésie étant la ressource, pour cette ressource elle-même? Je ne crois pas que l'expérience poétique soit plus pauvre aujourd'hui qu'à d'autres époques, en dépit des contrefaçons habituelles. Je ne pense pas davantage que le nombre de ceux qui en assument vraiment la charge soit plus minime qu'avant. Mais nous savons tous que la place qu'on consent à la poésie dans l'espace de la culture est toujours plus restreinte et plus marginale, parce qu'elle gêne de trop puissants intérêts, ceux de l'idéologie, par exemple, ceux surtout de ces commerçants qui veulent que l'on ait le désir d'avoir et non celui d'être. Et il convient donc de se demander comment on peut rendre à la poésie la place plus près du centre qui conviendrait aux besoins de tous. Ce ne serait sûrement pas grâce à l'aide des pouvoirs publics qui sont aveugles en la matière, mais par l'initiative de la poésie elle-même, décidant de se faire pensée critique, comme le demandait Baudelaire, pour informer et convaincre les nombreux chercheurs qui font aujourd'hui des analyses textuelles et ont plus ou moins le contrôle de l'enseignement littéraire, c'est-à-dire aussi bien de l'information sérieuse. Ces critiques disposent de méthodes et de moyens, la psychanalyse par exemple, qui portent toutes et tous sur les significations ou les formes stylistiques, ce qui les incite à rendre compte de l'œuvre au plan où elle est langage. Et de ce fait, ils risquent de ne pas comprendre la poésie, qui est donc, comme je le suggère, transgression de ce plan du langage. Ils risquent de se fermer à elle, de l'oublier, ou plutôt de lui prendre ses propres textes pour les démonter selon d'autres lois que les siennes. Qu'on induise ces chercheurs à admettre ce qui a lieu dans la poésie, et cela ne devrait pas être plus difficile que pour le phénoménologue des religions l'idée que la transcendance peut déterminer des conduites, et les mêmes méthodes qui voilent le poétique aideraient à le dévoiler en comprenant que ce qu'elle croit encore la positivité du poème et son bonheur n'est que la tunique de Nessus dont le poète veut se défaire. Qui sait, elle l'aiderait même, cet esprit de la poésie, à se renforcer, puisqu'elle lui permettrait de mieux comprendre illusoires ces créations de mondes images aux délices desquelles il arrive que le poète s'abandonne, oubliant alors l'intuition dont il est le dépositaire. Que d'univers de nos rêves qui ne sont, vérification faite, que le vêtement d'un Édipe bien ordinaire et qui toujours boite bas. Le critique pourrait aider le poète à démystifier sa parole, à mieux dégager les choses terrestres de leurs vains enjolivements, à retrouver la langue des choses simples qui est bien celle au sein de laquelle l'un peut le plus aisément venir frapper à la vitre. En somme, il y a là tout un dialogue en puissance qui pourrait peut-être beaucoup contre le surcroît d'aliénation linguistique dont notre époque a le poids. Merci.